Salut! Parmi les 14 000 demandes de brevets déposées à l'INPI en 2020 se cachent des idées, je vais parler moins vite, qui ont demandé des mois de travail acharné, tandis que pour d'autres idées, leurs inventions qui sont révolutionnaires au niveau mondial viennent d'un pur hasard. Ça porte un nom, c'est ce qu'on appelle la sérendipité. Alors comment ont été découverts les effets du Viagra? Intéressant. Comment Alfred Nobel a-t-il inventé la dynamite? Intéressant. Comment un appareil destiné à enregistrer le rythme cardiaque s'est finalement retrouvé dans le corps de plus de 4 millions de personnes par des vaccins contre un virus? Non, je déconne. En tout cas, c'est ce que vous allez découvrir entre autres dans cette vidéo. Loïc, viens à côté de moi. Oui. Fabrique un générique ici, là, devant tout le monde. On veut te voir fabriquer un générique. D'accord. Clic. Au début des années 90, le laboratoire Pfizer, à l'époque vous en foutiez de ce nom, maintenant il est très connu, travaille sur un médicament qui permettrait de soigner des angines de poitrine. Pfizer s'oriente vers le citrate de sildenafil et les essais cliniques démarrent très mal, le médicament ne fonctionne pas. Gros effet secondaire étrange, un peu jamais vu, des patients qui ont des érections qui durent pendant plusieurs jours. Ils se disent, du coup on met ça dans la notice, effet secondaire fréquent, grosse érection. En 1993, Pfizer réoriente alors ses recherches vers l'impuissance masculine qui touche un tiers des hommes de plus de 40 ans, c'est déjà beaucoup. Et jusqu'à cette période, des solutions qui permettent de contrer l'impuissance sont quand même vachement moins glamour. Ces mini suppositoires qu'on s'introduit dans l'urètre directement, voilà, ou des piqûres directement dans le pénis. Et le 27 mars 1998, l'Agence américaine du médicament donne son accord et en 2 semaines, ce sont pas moins de 150 000 prescriptions qui sont alors délivrées. Le Viagra devient une source de revenus inespérée pour Pfizer qui sort des milliards de pilules de ses usines et voit entrer des milliards de dollars dans ses caisses. Cependant, petite annotation, le Viagra a fait le bonheur de millions d'hommes mais a laissé sur le banc de touche des millions de femmes qui n'ont aujourd'hui toujours aucun remède correct pour contrer par exemple le manque de libido. Donc ce serait bien aussi de s'y intéresser. 2. Le bâton de dynamite. En 1859, Emmanuel Nobel, un ingénieur et savant suédois, décide avec Alfred, son fils de 26 ans, de travailler sur un explosif à base de nitroglycérine, un matériau qui, au moindre choc, explose. C'est pas facile quoi. Alfred met alors au point un système d'allumage, mais le matériau est très instable et les accidents se multiplient. Ils se multiplient tellement que les usines des Nobel explosent, littéralement en 1864. Émile, l'un des 2 frères d'Alfred, meurt dans l'explosion. 3 ans plus tard, en 1867, Alfred croit voir venir son tour. Il fait tomber de la nitro au sol, à ses pieds, mais là, surprise, la nitro n'explose pas. Elle est en fait tombée sur du kieselguhr, je crois que ça se dit comme ça, c'est une terre siliceuse poreuse qui est utilisée en laboratoire et qui l'a absorbée. Et le mélange est toujours aussi explosif, mais beaucoup plus stable et donc plus sûr à manipuler. Et Alfred découvre alors, en faisant des petits essais, qu'avec 25% de kieselguhr, la nitro devient stable et peut être conditionnée sous forme de tube en carton et être déclenchée de plus loin via un détonateur. Donc il appellera ça de la dynamite et c'est 3 fois plus puissant que la poudre et ça devient le premier empire industriel planétaire. Quelques années plus tard, Alfred est surnommé le marchand de la mort. Mais cette appellation, le marchand de la mort, ça lui plaît pas trop et comme ça l'a blessé, il a créé une institution qui récompensera chaque année 5 personnes qui ont rendu de grands services à l'humanité. Qu'est-ce que tu as rendu comme grand service à l'humanité, par exemple, toi Loïc, cette année? J'avais fait une story. Ouais. Avec une blague. Ouais. Il y a au moins 3 personnes qui m'ont dit j'ai ri. Bah peut-être tu auras le prix de ça. C'est vrai? Ouais. En tout cas, ça s'appelle la Fondation Nobel, à laquelle il lèguera d'ailleurs la quasi-totalité de son immense fortune. 3. Le pacemaker. En 1949, le Canadien John Hopps commence à travailler sur l'hypothermie, qui permet à cette époque d'opérer à cœur ouvert. Seul petit souci dans ce genre d'intervention, c'est que si le cœur du patient s'arrête, il s'arrête. Voilà. Donc c'est pas très rassurant du coup de faire cette opération. Hopps découvre alors qu'il est possible de relancer un cœur grâce à une stimulation électrique. Et en 1951, il développe le premier appareil au monde qui envoie une impulsion électrique afin de stimuler le cœur. Mais l'appareil est pas très petit parce qu'il a la taille d'un poste de télévision. Donc on décide, par un souci de simplicité, de le laisser en dehors du corps du coup. Parce que sinon, il fallait enlever les poumons, c'était une galère. Sauf que en 1956, l'américain Wilson Greybach s'intéresse aux troubles de l'activité cardiaque et décide de construire un oscillateur qui permettrait d'enregistrer le rythme cardiaque. Mais Wilson, un peu tête en l'air, ne met pas le bon transistor dans la machine. C'est con parce qu'on parle de mecs quand même qui touchent à notre cœur. Mais le résultat est intéressant, son appareil envoie des impulsions électriques à un rythme qui imite celui du cœur. Il vient de réinventer le stimulateur cardiaque de John Hopps. Wilson s'enferme alors dans sa grange pendant plus de 2 ans. Pourquoi il s'enferme toujours dans des granges d'ailleurs pour construire des trucs? Et il fabrique 50 exemplaires miniaturisés de son pacemaker. En 1960, le stimulateur de Wilson sera implanté chez un patient pour la première fois du monde. Et chaque année en France, maintenant, ce sont pas moins de 60 000 personnes qui se font implanter
Cette invention a permis de prolonger la vie de millions et de millions de personnes, dont celle de son inventeur John Hobbs. Et dans un instant, vous allez voir que la matière que vous connaissez le plus n'avait jamais prévu d'exister. De notre libido au plaisir d'éclater les petites bulles de plastique entre nos doigts, comme on le verra tout à l'heure, les inventions qui ont été créées par sérendipité sont extrêmement nombreuses et touchent tous les domaines. C'est un peu fou quand on commence à chercher là-dessus. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises parce qu'il y a des hasards comme ça qui ont lieu en permanence. D'ailleurs, est-ce que vous saviez, ça c'est pas un hasard, que dans le prochain numéro de Curious, mon magazine, vous allez pouvoir justement lire un dossier entier sur la sérendipité et notamment découvrir qu'en mélangeant de l'urine à du sable, vous pouviez fabriquer du phosphore. C'est quand même fou. Quand même les hasards. En tout cas, vous avez le lien vers mon magazine dans la description. C'est un magazine qui sort 10 fois par an, c'est un presque mensuel. Et pour l'abonnement, c'est 29,90 par an ou 19,90 au format numérique, par an, j'ai bien dit par an, pour recevoir 52 pages dans vos boîtes aux lettres, parce que les frais de port sont inclus. Je vous mets le lien, je vous l'ai dit dans la description, ça vous emmène sur le site où vous verrez aussi les anciens numéros déjà parus, il y a déjà une année complète de parus, et puis vous pourrez lire des articles gratuitement pour voir si ça vous plaît ou pas, mais abonnez-vous, qu'est-ce que vous attendez? De la curiosité dans ta boîte aux lettres. Le plastique. En 1869, la société américaine Phelan & Callender lance un concours. Elle promet 10 000 $ à la personne qui réussira à trouver une matière capable de remplacer l'ivoire des éléphants, qui était utilisé à l'époque dans la production de boules de billard que la société fabrique. L'idée principale, c'est de contrer la pénurie de matières premières, même pas de sauver les éléphants, hein, c'est juste qu'ils n'ont pas assez d'ivoire en fait. Par conséquent, ça va protéger les éléphants, ce qui nous fait rire un peu jaune aujourd'hui face aux 1,5 million d'animaux qui meurent chaque année victimes des déchets plastiques. Voilà, parce que du coup, on a inventé le plastique pour un peu sauver les éléphants, mais maintenant les animaux meurent à cause du plastique. Bref, John Wesley Hyatt, un New-Yorkais, participe au concours et en tant qu'imprimeur, pour se protéger les doigts, il utilise de la nitrocellulose qui est dissout dans de l'alcool. Et quand le solvant s'évapore, ça laisse derrière lui une petite pellicule plastique transparent imperméable à l'encre. La matière est trop flexible pour en faire des boules de billard, mais après plusieurs essais, John finit par la mélanger à du camphre, qui est un composé naturel, et là... il obtient alors une substance flexible, solide et modelable sous l'effet de la chaleur qu'il appelle celluloïd. Alors ensuite, son utilisation ira bien au-delà des boules de billard puisqu'on fabriquera avec des poupées, des pellicules de cinéma ou même encore les premières dents artificielles. Le seul problème, c'est que la matière est extrêmement inflammable et il n'était pas rare d'obtenir une explosion quand 2 boules de billard se rencontraient sur le tapis. Des soirées explosives. C'est d'ailleurs la principale raison qui fait qu'on n'utilise quasiment plus de nos jours ça. Aujourd'hui, les balles de ping-pong sont encore par contre fabriquées en celluloïd. Attention, pendant la prochaine partie que vous ferez. Le four à micro-ondes. 1945, l'américain Percy Spencer, j'arrête de faire ça, est ingénieur chez Raytheon, une société spécialisée dans la défense, l'électronique et l'aérospatiale. Il doit perfectionner le magnétron. J'ai vraiment l'impression d'être dans un Avengers là. Loïc, viens avec moi, allons perfectionner le magnétron. Allô? Vous m'appelez sur une épée. Le magnétron, c'est un dispositif capable de produire des ondes ultra courtes, des micro-ondes, pour les radars anti-aériens. Et un jour, Percy prend une pause pendant une expérience sur un nouveau type de magnétron, il met la main dans sa poche, il sort une barre chocolatée qui est chaude et fondue. Et là, Percy il se dit bizarre. Du coup, il va dans le placard, il prend du maïs, il l'approche du micro-ondes et paf, du popcorn. Il dit pas con ça. Du coup, il prend un œuf, il l'approche du micro-ondes et paf, l'œuf explose. Il fait pas con ça. Du coup, il prend le chien, non, je déconne. Spencer en conclut que les micro-ondes ont provoqué l'agitation des molécules d'eau présentes dans les aliments et que ce phénomène les a fait cuire, chauffer en fait en réalité. En 1946, Raytheon dépose un brevet et en 1947 sort le premier modèle de micro-ondes un peu imposant, un peu. 1,80 m de haut pour 340 kg, le tout pour 3 500 $. 1,80 m de haut, c'est-à-dire moi je fais 2 mètres à peu près, ouais, ça, donc ça allait là quoi, tu vois, même là. Je fais 2,10 m même, c'est sur une échelle de ça. Pour démarrer, l'usage du micro-ondes est donc réservé aux professionnels de la restauration, ceux des hôpitaux et autres compagnies de wagons-lits, tels les wagons-lits des trains. Et les premiers modèles de micro-ondes grand public seront commercialisés 20 ans plus tard, en 1967. Aujourd'hui, plus de 2,5 millions de micro-ondes sont vendus en France chaque année et il est dans le top 10 des objets dont les Français ne peuvent pas se passer. Quand ils emménagent quelque part, ils disent « Eh, faut un micro-ondes ». Le papier bulle. 1957. L'américain Alfred Feiling et le suisse Marc Chavannes ont une idée qui va révolutionner votre intérieur, créer un papier peint en plastique et en relief. Pour démarrer, il commence à prendre 2 rideaux de douche qu'il passe dans une machine de thermo-rétraction afin de les sceller ensemble. Le résultat est alors très mauvais. J'imagine les mecs, ils ont taffé des semaines et des semaines, ils collent les 2 trucs, une machine qui a un nom imprononçable et à la fin ils font « C'est vraiment de la merde notre truc là du coup ».
Le papier peint est couvert de petites bulles partout et le binôme garde tout de même le résultat dans un coin de leur tête et le nomme AirCap. Ils disent on a inventé le AirCap. Je sais pas ce que c'est. Et plus tard ça deviendra le bubble wrap. Le Papier bulle. en français. Ils le proposent alors comme isolant dans des serres, mais personne n'en veut vraiment. Ils se disent mais pourquoi faire? Jusqu'au jour où Marc fait un voyage dans un avion. Et en observant comment les nuages semblent amortir l'avion, une idée lui vient. Et si le bubble wrap devenait un emballage de protection pour les avions? Non. Pour juste les colis. Alfred valide l'idée et se dit bon bah si ça peut nous servir à quelque chose, nos rideaux en plastique, on en a commandé 4000 donc bon. Ils améliorent le procédé de fabrication afin d'obtenir un film plastique avec des bulles parfaitement étanches et un peu plus régulières. 3 ans plus tard, la société IBM cherche à protéger son nouveau système informatique. Quel est le rapport au papier bulle? Ah si, c'est pour le transport jusqu'au client et elle choisit le papier bulle. C'est quand même fou. Depuis, Seld Air, qui possède la marque déposée Bubble Wrap, produit assez de papier à bulles chaque année pour faire 10 fois le tour de la Terre. Plus étonnant encore, qui se serait douté de l'addiction à laquelle doivent faire face de nombreuses personnes. Péter les bulles, tu sais. On pète tous, on aime ça, péter les bulles. T'aimes péter les bulles? Si vous aimez péter les bulles, dites j'aime péter les bulles dans les commentaires. Il existe évidemment plein d'autres inventions qui ont été créées par hasard, le velcro, le stéthoscope ou encore la radiographie qui a été inventée par William Conrad Röntgen, qui reçut d'ailleurs le premier prix Nobel de physique en 1901 pour sa découverte. Je vous invite à lire le prochain Curious qui comportera un dossier du coup sur la sérendipité et qui vous en dira beaucoup plus sur le sujet, en plus des 45 autres pages sur tous les sujets. Moi je m'appelle toujours Fabien Olicard. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, activez la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo, likez cette vidéo si elle vous a plu, passez me voir sur Instagram, ça vous évitera de me poser des questions dans les commentaires de trucs dont je parle déjà sur Instagram. Passez sur l'Instagram de Loïc parce que sinon il me saoule à me dire j'ai que 150 millions de personnes sur mon Instagram. Passez vous abonner à la chaîne secondaire, on fait des vlogs tous les 15 jours, des vidéos en plus, vous avez pas vu ça. Passez voir ma mère de temps en temps, un petit sourire, ça fait plaisir, un petit bouquet de fleurs. Passez de bonnes vacances si jamais vous êtes en vacances, parce qu'en mai il y a tellement de jours fériés que c'est un petit peu les vacances. Ici je vous mets 2 vidéos sur 6 choses sur autre chose et 6 choses sur cette chose là. Ah, vous y attendiez pas à ça? Prenez soin de vous. Moi j'étais un peu speed aujourd'hui. Excusez-moi, pardon. Bisous, ciao!